Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve avec Willou. Willou, c'est la reprise, c'est la rentrée des classes. J'espère que ton cartable, il est prêt, que tu as tous tes stylos. Juste là. Mais c'était ça hein, quand on était petit. Hey, je détestais la rentrée. Moi, la rentrée, c'était le début de la fin pour moi en fait. Ah ouais, j'aimais pas. La seule chose que j'aimais à la rentrée, c'est que je pouvais flex mes nouvelles chaussures. Tu vois, ça, parce que durant l'été, tu avais fait un peu de shopping, tu vois, donc tu avais les nouvelles baskets, ça c'est toujours la trucs. tenue du premier jour de la rentrée, ça c'est un gros truc. Ça c'était vraiment cool, tu vois. Mais sinon, mis à part ça, la rentrée, j'ai jamais aimé. Mais là, on va repartir sur une très grosse saison. Comment tu vas, mon gars? Moi ça va, écoute, moi j'ai toujours bien kiffé la rentrée. J'aimais bien les nouveaux cahiers. Tu sais, tu commences, au début tout est tout propre, tout clean. C'est l'occasion de lancer un nouveau début. Et après, il y avait un peu le stress de avec qui tu vas être, dans quelle classe et tout. Ça c'était un peu flippant. Ça, c'était une nuit, une nuit difficile la veille. Mais écoute, j'aimais bien, disons, les rentrées, mais j'adore la rentrée depuis qu'on travaille dans le monde du foot. Cette rentrée de saison 2025-2026, là, mec, elle est kiffante. Et hier, j'étais en train de regarder un petit bout du match amical, Milan-Arsenal et tout. On essaye de... ça va être incroyable. Début de saison, c'est toujours un des tout meilleurs moments. Et il est en train de se passer énormément de choses sur le mercato. On réfléchit aux effectifs et tout. C'est génial. Mais en attendant, c'est aussi l'occasion de se poser un petit peu. On fait pas assez de bilan dans le monde du foot parce qu'il y a beaucoup de leçons analytiques à tirer de OK, maintenant que c'est fini, on regarde un petit peu l'existant. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur un sujet où il y a beaucoup de matière et c'est pas toujours facile à dire qui a été meilleur, qui était moins bon, etc. Donc ça m'intéresse bien. Ouais, non, on va partir sur une série. Pour ceux qui étaient sur la chaîne de Willou, ils ont déjà capté le concept. Pour les autres qui n'ont pas encore capté le concept, le Ballon d'Or arrive. C'est important, chaque année, c'est une grosse discussion, qui va gagner le Ballon d'Or et tout. Donc cette année, on est parti sur un délire ensemble en se disant, bah écoutez, on va essayer d'y aller poste par poste. On vient de finir les gardiens de but. Bon, on sait que ça s'appelle déjà le trophée Lev Yashin. Donc ok, je me demande même pourquoi ils l'ont jamais appelé le trophée Gordon Banks ou le trophée, je sais pas moi, parce qu'il y a quand même eu des, oui, je sais pas, le tonton Yashin. Parce que Yashin est le seul gardien de l'histoire à avoir gagné le Ballon d'Or. Pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'appelle le trophée Lev Yashin. Yes. Donc on va s'arrêter là. Donc l'araignée noire. Peut-être qu'un jour on aura un autre gardien qui va gagner le Ballon d'Or. Pour le moment, on en est encore loin, mais sinon on a fait un top classement des 5 meilleurs gardiens de la saison passée. Je vous invite à aller sur la chaîne de Willou pour aller voir ce classement-là. Super intéressant, pas mal de profils, plus une liste complémentaire de gars qui n'ont pas démérité, qui pourraient être aussi, voilà, dans les 5e, 4e places et tout. Donc allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler là des défenseurs. Willou, tu veux l'appeler comment ce trophée là, le trophée Baresi, le trophée Cannavaro, si c'est juste une question de c'est une question de truc. Comment celui-là? Ça dépend quel profil de défenseur tu kiffes le plus, mais si on parle de défenseur Ballon d'Or, je pense trophée Beckenbauer, c'est pas mal. Ouais, trophée Beckenbauer, j'avoue. Le gars qui joue avec le bras cassé et puis tout cela, genre le fou furieux Kaiser. Et après, nous, on est des enfants des années 2000 et du coup, j'aurais pas dit trophée Cannavaro, j'aurais dit trophée Maldini. Ça, je suis parfaitement d'accord. Ça, sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord. Ouais, je pense que le trophée Maldini pour les 2000 et le trophée Beckenbauer pour les gens des années 80, je pense que ça passe bien, tu vois. Ça se joue bien. On va essayer de s'amuser à voir quels ont été les 5 meilleurs défenseurs de la saison passée. Un classement qui est très difficile à faire, moi, je trouve, parce que autant pour les gardiens de but, on pouvait discuter des positionnements et puis tout, et même là, c'était compliqué. Autant pour les défenseurs, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de top défenseurs pour moi. Il y en a beaucoup qui ont été très très bons dans leur contexte. Il va falloir essayer d'établir ce top 5-là. Donc écoutez, sans plus attendre, on y va, hein, on y va. Est-ce qu'on fait comme dans l'autre vidéo, on parle un tout petit peu des gars qui étaient pas loin? Je veux bien, je veux bien. Ça va m'aider à définir un petit peu mon 5e où je suis un peu en ballottage. Alors, je pense que j'ai mon top 4, mais le 5e, c'est pas J'ai le même problème que toi, en fait. J'ai un top 4, mais moi... En fait, j'ai un problème de 5e et... Je vais commencer à parler encore, on va m'insulter. C'est ça mon problème. On va m'insulter encore. Mais dans la liste, j'avais quand même... Je vais commencer par... J'avais Schlotterberg, top défenseur la saison passée à Dortmund, encore une fois.
excellent. Moi, c'est un boy que vraiment j'apprécie beaucoup depuis très longtemps. Très belle patte gauche, capacité à donner de longs ballons. Il a fait quelques passes décisives. Il a tout simplement été très bon leader. J'ai envie de dire même leader de cette défense-là. Ouais, j'avais Schlotterberg qui était là en contention. Le maître 5. Le problème, c'est la blessure, les ligaments croisés ou le tendon d'Achille, je me souviens plus, mais très grosse blessure. Malheureusement. On espère qu'il va revenir. Malheureusement. Tu vois, c'est le genre de profil que je verrais bien peut-être dans un club comme le Barça, tu vois, où aujourd'hui ils ont peut-être un Inigo Martinez, ils ont peut-être besoin de ce défenseur central gaucher-là un peu. Donc ouais, je pense que Schlotterberg. Ouais, totalement. Ce serait magnifique pour faire la paire avec Kubarsi. C'était le ménisque, déchirure du ménisque malheureusement, fin mars, début avril. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Mais ouais, ça pourrait bien marcher là-bas. J'avais Murillo de Nottingham Forest, top défenseur l'année passée. Franchement, moi j'ai vu les matchs de Nottingham en plus. Il a été excellent. Il n'y a absolument rien à dire. Il a été très fort, le Murillo. Il est encore très jeune en plus. Hein. Lui, c'est très intéressant comme profil. À savoir si il est encore là-bas à Nottingham, même si le mercato suit son cours. Est-ce qu'il va bouger ou pas d'ici la fin du mercato? Je ne sais pas encore. Mais franchement, lui aussi, je pense assez top. On aurait pu l'inclure un peu dans les tu vois. Ouais, Murillo, je me souviens, il y a quelques années, on faisait une vidéo sur les joueurs à suivre de Première Ligue. Peut-être il venait d'être pris par Forest ou quoi, mais on avait regardé sur les stats avancées et un petit peu de scouting. C'était genre une perceuse. Et je vois qu'il est encore 98e centile en dribble réussi pour un défenseur central. Genre, il adore percer la première ligne et en plus, il finit souvent les actions, genre 86e centile en action qui amène à un tir, 81e en tir. Je le retrouve pas mal dans le dernier tiers. Et très fun à regarder. Et Forest a fait une très bonne saison, donc ouais, il est dans la conversation. Ouais, et puis j'aime bien son gabarit, quoi. Tu vois, il a un gabarit très. Il est solide, quoi. En fait, lui, il est vraiment solide. Ouais. Tu sens que lui, il centre de gravité pas très haut. Tu sens qu'il est vraiment solide sur ses jambes. Donc, ouais, non, j'aime bien. 23 ans. C'est ça. Très jeune, hein, très jeune. J'avais Kubarsi. Ouais. À son âge, ce qu'il fait, Yamal, ok, il prend toute la lumière, mais Kubarsi est très fort. Kubarsi a joué énormément encore une fois la saison passée et Kubarsi a été top plusieurs fois en fait, tu vois. Autant lui, à côté de lui, t'as Jules Koundé, t'as, comment il s'appelle, t'as Inigo Martinez, voilà, qui a fait son travail aussi, hein, qui a été très bon, Inigo Martinez, même si on avait quelques doutes en début de saison. Mais pour moi, je pense que Pau Kubarsi est souvent un peu oublié dans une équipe où il y a beaucoup de jeunes joueurs très forts, en fait. Et c'est un boy qui a commencé sa carrière professionnelle à quoi? À 16 ans, je pense, hein, quand Xavi le lance peut-être pour la première fois, il a 16 ans et demi, un truc comme ça. Il en a quel âge là maintenant? Il vient d'avoir 18. Il vient d'avoir 18 lui aussi, donc c'est pas comme si, c'est pas un gars de 20 ans, 21, 22, 23, non. On a tendance à oublier Kubarsi. Mais ouais, Kubarsi, si on devait faire une discussion des 10 meilleurs défenseurs de la saison passée, pour moi, Kubarsi, il est à l'intérieur et il n'y a absolument rien à dire, donc ouais. Avec un niveau de difficulté en plus extrême, parce que le logiciel tactique du Barça, c'est pas pareil que d'être bloc bas et de faire des dégagements. Genre tenir cette ligne haute, être régulièrement en position où tu dois avoir une anticipation parfaite, positionnement parfait. Et quand cette ligne haute est inévitablement percée, parce que ça arrive forcément plusieurs fois par match, c'est la nature de cette approche, et derrière, il faut être en mode pompier et réussir des interventions salvatrices. On connaît sa qualité dans les gros duels. Il avait montré contre Osimhen à l'époque, qui était un petit peu le match de son éclosion sur la scène continentale. Et ouais, je suis d'accord. Je pense on va parler d'autres défenseurs qui ont fait peut-être des encore plus grosses saisons, mais Kubarsi, le niveau de difficulté, je pense il y a pas beaucoup de jobs plus difficiles que d'être niveau tactique, que d'être défenseur central du Barça. C'est une position pas facile dans laquelle être. Donc ouais, quand on considère ça, énorme saison de Kubarsi. Maintenant il me reste 2 noms. Qui sont pas dans ton top 5. Non, qui sont dans mon... En fait, il me reste techniquement mon 6e et mon 5e, ou mon 5e et mon 6e. Et c'est là où moi je suis là en train de... Là, je commence à avoir mal à la tête, tu vois. Là, je commence à avoir mal à la tête là maintenant, parce que là, ça se joue vraiment pour moi sur des détails. Bon, donc là, du coup, petit problème technique, hein, ça arrive. Donc là, du coup, on est rendu entre mon 5e et mon 6e. Tu vois.
Là, entre mon 5e et mon 6e, là, j'ai vraiment un sérieux problème. Là, je suis en grande réflexion. Et puis tout, comme je dis, ça se joue sur des détails, ça se joue sur des sensibilités. Mais il y en a un qui est hors de mon... Ça va être compliqué. Ils vont encore m'insulter ici, quoi. Ils vont dire, ouais, Stan, il abuse. Je trouve que l'autre, il est plus fort. Je trouve qu'il est juste trop fort. C'est Pacho. Mais Pacho, je le mets hors de mon top 5. Moi, je mets Pacho hors de mon top 5 et Pacho, je lui aurais donné... Je sais pas toi, où est-ce que tu l'as mis, Pacho? Pacho, j'ai mis 3e. Les problèmes. Ah, Pacho, je pense cette saison, s'il n'y a pas Pacho... Les problèmes, c'est Pacho. J'étais en réflexion. La vérité, je vais pas te mentir. Hein. La vérité, je vais pas te mentir. Je suis calme, je suis posé. Franchement, je suis serein. Je suis serein. Dans ma tête, tout est clair. Ça se battait à la 5e place pour moi sur la saison passée entre Pacho et Saliba. Franchement. Moi, je mettais encore... Et pourquoi je dis Saliba? Parce que Saliba me sort une top saison, franchement, l'année passée, encore une fois. Et je suis obligé même de le dire carrément, en fait. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Mais moi, dans mon top 5, j'ai la paire d'Arsenal dans mon top 5. J'ai l'autre, moi j'ai l'autre, mais j'ai pas Saliba. Parce mais j'ai 6e Saliba. Parce que Saliba a fait un takeover à partir du mois d'avril. Tu vois, autant il est très bon, mais c'est lui qu'on voit un peu moins durant la première partie de saison. Autant la deuxième partie de saison, il est tout simplement excellent. Maintenant, j'étais en réflexion en me disant, c'est pour ça que je te disais que j'étais vraiment en réflexion. Allez, si je mets Pacho au numéro 5, pour moi, il n'y a pas trop de scandale parce que Pacho, il a été incroyable, il a été exceptionnel. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a été un des joueurs décisifs de cette équipe-là pour une première saison. Il n'y a absolument rien à dire. Je veux dire, le boy nous a montré, moi je le compare souvent à... le méchant dans Prison Break saison 3, Sona Lechero, tu vois, c'est le chef de la prison, il est grand, il est méchant, quand tu vois sa tête même, tu sens que lui, il a aucune pitié, tu vois, moi, Pacho, c'est ce genre de vibe-là qu'il me donne. Un leader aussi, un leader calme, tu vois, un leader très calme, faire toute une saison, j'ai envie de dire, au Paris Saint-Germain, quand tu es un Sud-Américain et qu'on n'entend pas de frasques de toi, qu'il n'y a pas de problème, tu es tranquille dans ton coin et tu fais que jouer au football et bien jouer au football, ça a le mérite d'être quand même salué. Donc, ouais, pour éviter d'avoir deux joueurs d'Arsenal, on peut peut-être, ouais, on peut pousser Pacho au numéro 5, mais pour moi, les autres devant. Donc, ouais, moi, par contre, il ne serait pas plus haut que 5 de mon côté. Tu vois. Moi, je l'ai mis 5e, je l'ai mis 3e parce que je pense qu'il est une des vraies différences du Paris Saint-Germain par rapport aux années précédentes. C'est un des transferts. Genre un des gros transferts gagnants. L'adaptation express a aidé. Mais ok, maintenant, on a une machine à côté de Marquinhos. On a un gars qui est effrayant, qui est 86e centile en tacle, 84e centile en interception, qui a l'agressivité pour sortir haut, essentielle pour ce Paris Saint-Germain qui veut jouer tout le match dans la moitié de terrain adverse, et qui a les jambes pour courir quand même quand la pression est battue. Il a assez peu de faiblesses et je pense contre Chelsea par exemple en Coupe du Monde des clubs, on voit aussi ce qui se passe quand il n'y a pas Pacho. Et Marquinhos Beraldo, c'est pas pareil que Marquinhos Pacho. Je crois que peut-être il a pris un petit peu moins la lumière que d'autres, mais à la fin, tu remportes la Champions et ton club gagne la Champions sur ta première année en ayant été aussi bon. Il n'y a quasiment pas un mauvais match de Pacho. Pour moi, ça le met très haut. Après, j'ai vraiment mon top 2 qui est clair. Et après, le reste, c'est un petit peu plus fluide. Je pense qu'on a du coup les mêmes. Mais j'avais mis Saliba 6 et Pacho 3. Mais après, c'est juste des très bons défenseurs. Je pense que la Champions fait la différence à la fin. Et j'espère voir Pacho dans les 30 nominés Ballon d'Or, parce que sa saison le mérite. Ouais, mais il y a pas mal de gars. Moi, je pense que pour la première fois, il y a presque une razzia un tout petit peu, tu vois. Genre dans les 30 nominés du Ballon d'Or, s'il n'y a pas une dizaine de joueurs du Paris Saint-Germain, bon, je pense qu'il y a de quoi aller essayer de discuter et de dire, les gars, comment ils se gèrent. Donc, normalement, ils devraient être à l'intérieur.
Je suis d'accord avec tes arguments. Je pense que ça se jouait. Hein. Pour moi, j'étais en réflexion. J'étais comme Saliba, Pacho, Saliba, Pacho, Saliba, Pacho. Ouais, Pacho numéro 5, c'est pas un scandale. Je suis d'accord avec toi. Je pense que sur ce point-là, je vais te le concéder. Je vais pas trop me battre. Saliba a qu'à se gérer, à me refaire une saison de Salibandi, je l'espère en tout cas. Mais ouais, Pacho à l'intérieur. Numéro 4 de mon côté. Là aussi, c'était assez compliqué. J'étais en réflexion. Ça a été difficile. C'était truc. Mais mon numéro 4, c'est définitivement Gabriel. Pour la saison passée. Gabriel, pour moi, en fait, il se blesse en avril. Et nous, à chaque fois, on a une blessure en avril. À chaque fois, on a un joueur important, il se blesse en avril, tu vois. Il y a quelques années en Europa League, c'est Saliba, on a perdu au mois d'avril, ça nous a fait mal. Là, on a perdu Gabriel. Heureusement, Saliba, il a step up, il a été très, très bon. Kiwior a fait son travail aussi. Il a été très, très bon aussi pendant cet intérim-là. Peut-être que c'est quelque chose qui va lui valoir de peut-être rester dans l'effectif cette année ou peut-être qu'il va partir, je sais pas encore et tout. Mais franchement, Gabriel a tout simplement été incroyable. Capitaine. Je pense qu'on avait fait une saison avant, on avait fait une vidéo à la fin de la saison il y a quelques mois et je te disais que Gabriel, je le mettais dans, quand je pense qu'on parlait, c'était la draft des performances et je l'avais mis parce que voilà, encore une année consécutive où il est homme du match face à Tottenham. Je pense que ça fait 3 années consécutives qu'il joue face à Tottenham, il est man of the match. Tu sens vraiment le gars qui représente en fait les couleurs d'Arsenal. Tu sens le défenseur qui a évolué depuis son arrivée à Lille. Gabriel au début, c'était beaucoup de bêtises. Beaucoup de pénaltys concédés. Maintenant, c'est moins de bêtises, moins de pénaltys concédés, un gros leadership, beaucoup de concentration, dangereux sur les coups de pied arrêtés, même incroyablement dangereux sur les coups de pied arrêtés. S'il ne se blesse pas au mois d'avril, en sachant que tu as le match Colombie-Brésil au mois de mars où Gabriel est tout simplement top. Charnière centrale avec Marquinhos. S'il se blesse pas juste après le retour de la trêve internationale, je pense fin mars, il y a moyen que Gabriel il soit plus haut dans ce classement-là. Malheureusement, il y a cette blessure-là qui vient un tout petit peu entacher les 2 derniers mois de la saison, mais incroyable. Le Gabriel, et j'ai hâte de voir. Normalement, il y a une place de titulaire à aller chercher dans l'équipe nationale du Brésil sous Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde. J'ai hâte qu'il soit de retour au top cette saison avec Arsenal. Donc ouais, je remets Gabriel. Ouais. Ça fait pas mal de défenseurs centraux au Brésil, hein, parce qu'on a parlé de Murillo en intro, Gabriel, que je suis d'accord, j'ai mis 5 pour toutes les raisons que tu as dit. C'est un monstre. En plus, cet Arsenal, des coups de pied arrêtés. Gabriel a un impact énorme là-dessus. Et c'est peut-être la saison où on l'a vu légèrement en plus que Saliba, mais vous avez peut-être la meilleure paire de centraux du monde. Même si, du coup, moi, j'ai mis 6 Saliba, 5 Gabriel, et après 4 et 3, donc, une autre paire de défenseurs centraux pour mon classement du défenseur central d'or de la saison 24-25, parce que j'ai mis 4e place Marquinhos. C'est la grande saison de Marquinhos, c'est la saison de la rédemption. Il était en mission, il a été le relais d'Enrique, et honnêtement, il a été... avec Pacho, ça a été vraiment une vraie paire, très complémentaire. Pacho plus dans l'agression, Marquinhos plus dans l'anticipation, un chat, un chien, comme on dit souvent pour faire la paire optimale. Et dans le money time, il a enfin répondu présent et il a été le capitaine historique du Paris Saint-Germain qui gagne la Champions. Très gros Marquinhos dans les airs aussi, j'ai trouvé très bon. Et ouais, d'habitude en Champions, ça il y a une faillite. Mais là, Marquinhos a été top, donc j'ai mis 4e. Ah oui, t'as mis Marquinhos 4e quand même. Ah ouais. Et toi, il n'est pas dans ton top 5? Si, moi, Marquinhos est dans mon top 5. Marquinhos n'est pas 4e. Ouais, j'ai trop d'arguments pour Marquinhos. Il n'est pas 4e. Attends, donc toi, tu as mis Pacho 5e. Marquinhos J'ai mis Pacho 3e, Marquinhos 4e, Gabriel 5e et Saliba 6. Ok, intéressant. Oula, c'est très intéressant ça. Donc on n'a pas le même top 2, je pense. Non, on n'a pas le même top 2 du tout. On n'a pas le même top 2 du tout. Parce que du coup, moi, c'est Pacho, Gabriel à la 3e place. Donc là où toi, tu as mis Pacho. C'est ça, non? C'est là que tu mets Marquinhos? Non, c'est là où moi, je mets Bastoni. Moi, j'ai mis 2e Bastoni. Ah, moi, j'ai mis Bastoni 3e. J'ai mis Bastoni 3e. Voilà, top saison de sa part, encore une fois. Hein. Bon, je pense que Bastoni, on doit tous avoir les mêmes arguments. Il n'y a absolument rien à dire. C'est un top défenseur. Moi, je l'aime bien. Non seulement, les gars vont me dire, c'est comme dans les drafts. C'est parce que je lui fais confiance. Pas parce que je lui fais confiance.
mais c'est parce qu'il est très bon. Un défenseur à l'italienne. Moi, je trouve que Bastoni, il a l'agressivité qu'il faut, il a la classe sur le terrain. Dans le match face au Barça, aller-retour, il a été top. Le pauvre, il était là, obligé de gérer les bêtises de Di Marco et les bêtises de Mkhitaryan. C'est toujours Bastoni, il était là pour nettoyer, en fait. À chaque fois que c'était compliqué, quand Yamal, il passait un, il passait deux, il arrivait sur Bastoni. Bastoni était là pour le fatiguer. Globalement parlant, ça fait plusieurs années que Bastoni fait partie quand même des meilleurs défenseurs au monde. Mais l'année passée, c'était vraiment, je pense, une année voilà, de consécration, on va dire, personnelle, même si malheureusement l'Inter n'a pas réussi à aller chercher le Scudetto, la Ligue des Champions et tout ce qui s'ensuit. Mais ouais, moi j'avais mis Bastoni troisième, un défenseur que j'aime bien, un défenseur que franchement ça fait longtemps que, à un moment donné, quand Gabriel il se gérait pas, il y a 2 ans là, c'était un peu compliqué. Déjà, moi j'étais là en mode genre aller chercher Bastoni. Donc il a le profil pour jouer dans n'importe quelle équipe. Et un Bastoni aujourd'hui, tout à l'heure, on est en train de parler de qui pourrait éventuellement remplacer Inigo Martinez dans une défense au Barça et être à côté de Koubarsi, amener cette expérience-là. Ouais, Schlotterberg, Bastoni, ça fait partie de ces profils qui pourraient être assez top. Donc ouais, par rapport à la saison dernière, ouais, j'aurais mis Bastoni troisième. Ouais. Bah, Bastoni fait la meilleure saison de sa carrière la saison passée et honnêtement, l'Inter a des bons joueurs. Hein. C'est pas quelque chose de facile ce que je vais dire, mais pour moi, Bastoni c'est le meilleur joueur de l'Inter. C'est le meilleur joueur donc des vice-champions d'Europe. Et parce que en fait, il est défensivement impeccable. Il va bien au sol, les tacles sont magnifiques, la position, l'anticipation, et dans les duels, il répond présent. J'ai beaucoup parlé sur la chaîne d'un match que j'avais vu la saison dernière en Serie A, Naples-Inter contre Lukaku. Il l'avait muselé, il avait été immense. Et tu parles de Yamal, là aussi, il a résisté. Bastoni est très très fort défensivement, mais il a ça. Et à côté, il a des chiffres d'attaquant. C'est le défenseur central d'Europe avec le plus de passes décisives la saison dernière. Il est 99e centile en action qui amène à un tir. Il est 98e centile en portée progressive. Il est 92e en passe progressive. Et il est 99e en passe progressive reçue. Donc dans cette araignée bionique super spatiale qui cherche constamment à trouver les poches d'espace libre avec la qualité de leur build-up et les joueurs qui changent de position énormément, très très fluide, cet Inter d'Inzaghi. Il y avait constamment Bastoni qui était en train de faire du dédoublement intérieur, invertir de position avec quelqu'un. Tu retrouvais énormément Bastoni dans le dernier tiers. C'était un des circuits préférentiels de cet Inter avec Bastoni en centreur pour aller chercher au second poteau, par exemple Dumfries ou alors Di Marco qui était en dédoublement sur le côté gauche. Mais Bastoni, Dumfries, c'était un circuit très très fort et ça faisait très très mal. Bastoni est extraordinaire. Le QI foot de Bastoni, je pense, c'est une merveille. Il a que 26 ans et il est pour moi le deuxième meilleur défenseur central du monde, je pense, à l'heure actuelle. Après, dans un système à 3, donc faudrait voir, par exemple, au Barça, je suis d'accord, la qualité de pied, elle est là, la qualité défensive, elle est là, et sans doute, il réussira à bien s'adapter aussi. Mais d'ailleurs, ce sera intéressant dans cet Inter sans Inzaghi maintenant, l'Inter de Chivou, à quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'on continue de le voir? Parce que il semblait vraiment être le joueur Inzaghi parfait. La compréhension de l'espace, la qualité de projection, et c'était vraiment une merveille. Donc je pense qu'on se souviendra longtemps de ce Bastoni 2024-2025, et c'est pour ça que je l'ai mis très très haut. J'ai juste un mec au-dessus, un mec qui est pour moi peut-être le meilleur défenseur central de l'ère moderne, mais je mets Bastoni numéro 2 parce que sa saison était extraordinaire. Ah, c'est nice ça. Et c'est qui ton numéro 3 encore? Pacho. C'est Pacho. Donc c'est Pacho Pacho, Bastoni. Ouais, je suis d'accord. Long ballon de Bastoni, déviation de Marcus Thuram, t'as un boy qui court. En fait, combien de fois on a vu ça l'année passée en fait? Ils ont fait le même drill et à chaque fois ça a marché en fait. Et à chaque fois c'était pertinent et à chaque fois c'était dangereux. Donc ouais, je suis d'accord avec toi par rapport à Bastoni. Donc du coup, ça nous amène avec un top 2 totalement différent en fait. C'est assez compliqué. Si Bastoni c'est ton deuxième, moi mon deuxième sur l'année passée c'est Van Dijk. Moi, c'est mon premier. Ah non, moi, je veux pas. Je peux pas. Ils peuvent pas tout prendre. Ils peuvent pas prendre le championnat. Ils peuvent pas prendre les Gravenberch, les machins. Ça suffit, là-haut. Ça suffit. Il y a des vidéos, on les a même pas encore fait. Il y a des mecs de Liverpool, ils vont déjà positionner pour essayer d'être numéro 1. Non, Willou, non, je suis pas d'accord. Non, Van Dijk, par contre, je le mets numéro 2.
je le mets numéro 2 parce qu'à un moment donné, voilà quoi, je sais même pas en fait. Je sais même pas si j'ai des arguments pour peut-être défendre mon Van Dijk numéro 2, mais dans tous les cas, pour moi, Van Dijk, c'était soit numéro 1, soit numéro 2. Encore une fois, le numéro 1, ça se joue sur des détails, sur une question de silverware, donc sur des titres gagnés. Mais Virgil van Dijk, l'année passée, il fait une top saison, encore une fois. Il est juste fatigant. Chaque année, il fait des top saisons. En fait, c'est que Van Dijk, il fait une erreur, on se rappelle tellement de l'erreur, ou des fois, il fait une bêtise, on s'en rappelle tellement où c'est un match compliqué, où c'est genre la finale de la League Cup, parce que c'est Isaac, il est venu, il les a traumatisés. En fait, il se passe un truc, après, tu as envie de l'enlever du classement, tu regardes les chiffres, tu regardes l'apport qu'il a, le leadership qu'il a et la manière à laquelle il gère son équipe. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si tu me dis c'est un des meilleurs défenseurs de l'ère moderne, quoi. C'est-à-dire que si on m'avait dit que ce mec de Southampton là aurait percé comme ça, voilà, j'aurais dit vraiment. Du Celtic. Du Celtic. Ouais, non, c'est. En fait, pour moi, alors déjà, je pense les joueurs de Liverpool, ils vont être assez hauts dans mes classements tout au long de cette série, parce que la Première Ligue, c'est le deuxième trophée le plus important du foot européen. Et la Champions, Liverpool sort certes en 8e, mais ils sortent contre le futur vainqueur, en étant l'équipe qui a le plus embêté le futur vainqueur et au tir au but. Donc déjà, ça, je le prends en compte dans ma considération. La saison de Liverpool, c'est pas un échec en Europe. C'est une fin prématurée, mais c'est pas un échec. Et Van Dijk, je dois dire, je suis peut-être influencé aussi par le match que j'étais allé voir à Anfield contre City. C'est vrai. C'est un des joueurs que j'ai vu de toute ma vie qui m'a le plus choqué, en fait. Impressionnant, au stade, impressionnant. C'est pour moi celui qui est le plus ressorti de tous, plus que Salah, même plus que Gravenberch qui avait fait un match énorme, plus que McAllister, plus que tout le monde. Van Dijk, en fait, on dirait que son aire d'intervention, elle est la triple d'un joueur moyen. Il a une sorte de contrôle de l'espace autour de lui, une empreinte gravitationnelle. Tous les ballons lui arrivent, le positionnement est impeccable. Dans les duels, c'est un monstre. Encore une fois, tour de contrôle sur le domaine aérien où il gagne tous ses duels. Et c'est sa première ligue soulevée en tant que capitaine. Donc ça, pour moi, c'est un symbole très très fort de la saison. Van Dijk qui soulève la PL. Salah a pris la lumière à Liverpool parce que c'est un offensif et que sa saison, elle est statistiquement stratosphérique. Genre, évidemment, Salah est énorme et même dans la discussion Ballon d'Or aurait pu l'être si Liverpool était allé plus loin en Champions. Ça aurait peut-être été Salah le Ballon d'Or 2025 parce que c'est ce qu'il a fait en PL. Les chiffres sont absurdes. Mais Van Dijk, pour moi, si demain on construit une équipe, on draft tout le foot européen, pour moi, Van Dijk part dans les tout premiers tours. Je suis très très content de construire mon équipe avec Van Dijk autour. Peut-être mon premier pick, ce serait Pedri, parce qu'avec Pedri, tu peux tout faire autour de toi. Mais Van Dijk, tu t'empêches rien avec Van Dijk et tu prends pour moi le meilleur défenseur central du monde, qui a le leadership, qui a l'expérience, qui est revenu au top niveau, qui a eu la résilience pour rebondir. Il y a eu un moment, je pense, saison 2020-2021. Après, ça, c'est quelques très grosses saisons où il a été à 1% des votes de prendre le Ballon d'Or. Il y a eu une saison de déclin. Et il y a eu des moments un peu plus difficiles récemment pour Van Dijk, mais là, il est vraiment revenu. Avec Slot, l'alliance néerlandaise, avec Gravenberch, avec Gakpo. Et vraiment, ça marche super fort à Liverpool. Et ouais, tous les chiffres sont extraordinaires. Pour moi, la saison de Liverpool est très 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 bonne. C'est pas mauvais parce qu'ils n'ont pas gagné la Champions. C'est une extraordinaire saison. Et ouais, j'ai hâte de voir parce que du coup, il a signé une prolongation de 2 ans. C'était un des trucs. Alexander-Arnold, Salah, Van Dijk en fin de contrat. Qu'est-ce que ça allait donner? Comme Salah, les deux ont signé une prolongation de 2 ans. Ça va amener Van Dijk sur ses 36 ans. On va voir parce que Liverpool la saison prochaine, avec le mercato qu'ils sont en train de faire, je serais pas surpris qu'il soit top 2 des favoris pour gagner la Champions. Et si Van Dijk regagne une Champions après avoir gagné les premières ligues, celle-là en tant que capitaine, il est sur une trajectoire GOAT, défenseur central GOAT, en tout cas de l'ère moderne, sur les quelques années qui lui restent. Et ce sera intéressant aussi de voir parce que cette saison, la première ligue est encore
en train de se renforcer. Genre, c'est assez ouf les mercatos qu'on voit dans tous les sens. On est fâchés, mon gars. C'est qu'en fait, tout ça, c'est simple. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Je vais pas te mentir. C'est les gars en hexagone là-bas. Là. C'est eux qui nous ont fâchés. C'est les gars de l'hexagone là, ils nous ont fâchés. Tout le monde est fâché. Ça sort de l'argent à gauche et à droite. On a envie d'être compétitif. On a envie d'aller chercher des titres. On veut aller ramener la Ligue des Champions dans le pays déjà. Je sais pas qui va la ramener, mais il y en a un d'entre nous qui va essayer de la ramener. Arsenal, Liverpool, même Tottenham, ils sont dans la discussion. Cette année, ça risque de donner. Et ouais, ça dépense beaucoup. Ça dépense beaucoup d'argent déjà. Mais je suis très curieux parce que du coup, il va y avoir beaucoup de concurrence pour aller rechercher l'APL. Et il y a des lignes offensives un peu de partout qui sont en train de devenir furieuses. Donc, il va y avoir des gros matchs en PL où Van Dijk va avoir beaucoup de charges à gérer, mais aussi parce que la manière dont Liverpool est en train de se bâtir maintenant, avec Frimpong, avec Kerkez, si tu fais jouer les deux, avec ces volumes de projection, avec leur profil technique, il va y avoir une énorme responsabilité mise sur le dos des défenseurs centraux. Et Van Dijk et Konaté, je pense, vont régulièrement se retrouver dans des positions pas évidentes à défendre. Il faudra voir comment Slot réussit à équilibrer tout ça. Pour l'instant, le travail qu'il a fait est ouf. Mais cette équipe de Liverpool est en train de devenir de plus en plus offensive. Et ce sera intéressant de voir comment Van Dijk, avec l'âge, sur la saison des 35 ans, sur la saison d'après des 36 ans, comment est-ce qu'il continue d'opérer à ce niveau. Je pense qu'il en est capable. Je pense que le rebond qu'il a eu sur les dernières saisons en est la preuve. Mais ouais, moi encore aujourd'hui, c'est comme quand on a parlé des gardiens et on a parlé de certains. Bah pour moi, Van Dijk, ça reste aujourd'hui le meilleur défenseur central du monde. Et sa saison, il soulève la première ligue en tant que capitaine et il est éliminé en Champions seulement par le Paris Saint-Germain, futur vainqueur. Donc c'est pour ça que je le mets tout en haut. Je suis prêt à entendre d'autres. Je trouve que notre top 5, il a très très belle figure, très très belle figure. Mais Virgil pour moi est tout en haut. Ouais, fair enough. Je le mettais deuxième. Tu le mets premier, ça marche. Et moi je mets le premier, en fait, je mets Marquis premier. Je mets Marquinhos premier sur la saison passée parce que moi j'ai été bluffé. Pourquoi j'ai été bluffé? Tout simplement parce que Marquinhos, il a cette étiquette-là du gars qui était censé être... En fait, ça a toujours été... Même quand il y avait Marquinhos, Thiago Silva, pour moi c'était Thiago Silva. Tu vois, c'est-à-dire que ça a toujours été genre Marquinhos en deuxième. Et l'année passée, pour la première fois, c'était Marquinhos pour moi, le patron du début jusqu'à la fin. Encore plus en Ligue des Champions, quand il fallait voir comment cette équipe du Paris Saint-Germain aussi, elle tenait cette ligne un peu haute là. Comment Marquinhos, il avait la capacité et la sérénité à ouvrir le jeu, la qualité de passe, la qualité de relance de derrière. Très intelligent Marquinhos, ça on le savait déjà. Tu vois, très bon ballon au pied, ça on le savait déjà. Mais un Marquinhos qui a le sens du sacrifice, ça c'est quelque chose peut-être que sur lesquels je doutais un tout petit peu. J'ai regardé une statistique qui m'a intéressé, genre je pense que c'est un des mecs qui a le plus de ballons contrés en Ligue des Champions l'année passée. Et j'ai encore des images de frappe et de Marquinhos qui vient, qui met son pied, qui met son truc, qui met son corps, qui met... Et qui célèbre avec Donnarumma comme ça. Ouais. C'était Marquinhos vraiment... Ouais, ça a été un Marquinhos pour moi XXL et ça mérite d'être récompensé sur l'année dernière. Si on devait me demander une version, mais pour moi, la version Marquinhos saison 2024-2025, elle est au top du top en fait. Elle est vraiment au top du top. Et même avec l'équipe nationale du Brésil aussi, il a pris ce rôle de leadership là. C'est lui le patron maintenant aussi défensivement. Il est en train de bien tenir ce rôle-là. Donc, la paire avec Pacho, elle a été top. Avoir les deux dans le top 5, c'est pas un scandale. Pour moi, avoir Marquinhos numéro 1, c'est mérité. Ils vont chercher la Ligue des Champions. Déjà, domestiquement, ils ont tout gagné. Mais en plus, ils vont chercher la Ligue des Champions. Et encore une fois, on le voit là, encore une fois, durant la Coupe du Monde des clubs, même si c'est pas tout le monde qui l'a joué, il a été top. Donc, j'aurais mis, j'ai mis Marquinhos numéro 1, Van Dijk numéro 2 et Bastoni numéro 3. Donc, c'est ça un peu mon top. Et dans la liste complémentaire des noms dont on n'a pas parlé, je pense Konaté a fait une très bonne saison aux côtés de Van Dijk aussi, et peut-être dans mon truc sur Van Dijk, j'en ai pas assez parlé, mais la paire dans l'ensemble a été très bonne. Et si on parle de Konaté, on peut parler de son coéquipier en équipe de France aussi, où le Bayern a reconquéri le titre. Vrai, en Champions, ça s'est arrêté peut-être un petit peu plus tôt que ce qu'il voulait, mais Upamecano a été très bon. Et je pense qu'il y a eu une petite blessure sur la fin, mais avant ça, c'était peut-être top 2, top 3 des meilleurs joueurs du Bayern. Et le Bayern, j'en ai fait une vidéo l'autre jour en mode ce mercato, il faut le gérer, et il faut reconstruire, il faut rajeunir l'effectif qui est bien âgé. Mais avec Upamecano, ils ont au moins trouvé une de leurs deux pièces.
La deuxième pièce, je pense que ça peut pas être Kim. Non, là, ils vont jouer Upamecano et puis Ta, non? Ils vont jouer Ta. Avec Ta. Upamecano, ouais. Mais je pense qu'une recrue leur ferait du bien aussi. Moi, j'ai parlé de Renato Veiga que j'aime bien. Il y a quelque chose à construire parce que même Ta, c'est, disons, pour le futur, peut-être tu peux continuer de rajeunir un petit peu sur les années qui arrivent, etc. Mais ouais, Upamecano, vraiment bonne saison. Lui et Konaté, c'était 2 noms supplémentaires que je voulais citer dans notre liste complémentaire. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Hein. Même quand on parle on a parlé tout à l'heure un peu, Inigo Martinez au Barça, moi je l'ai trouvé excellent. Franchement, l'année passée, pour un gars qui était arrivé out of nowhere comme ça, là, je disais, bon allez, il est là pour le dépannage et puis tout cela, ben, finalement, il a réussi à s'imposer. Il part titulaire en plus cette saison sur banc, donc pour dire à quel point il a vraiment réussi à se relancer et à s'imposer. Ouais, c'est ça, il y avait quand même pas mal de mecs assez pertinents. En fait, les seuls qui ne se sont pas gérés et que normalement, si on refait la même vidéo dans un an, il doit y avoir des joueurs du Real, normalement. Il y en a certains qui devraient être là. Dean Huijsen a fait une sacrée saison 2024-2025. C'est ça que j'allais dire. Top saison en première ligue. Maintenant, on attend que le level il augmente encore plus, quoi. Tu vois, on attend de le challenger un tout petit peu. Mais normalement, il devrait être là la saison prochaine parce qu'il est parti lui aussi pour être un des patrons de cette équipe défensivement. Surtout qu'au Real, en défense centrale, il y a de la place. Que ce soit Alaba, Militao, machin, tout ça, c'est un peu compliqué là. Donc, je pense qu'il y a de la place à aller chercher là-bas. Voilà, une place de titulaire et puis essayer Et puis, il y a l'Espagne aussi. C'est peut-être qu'on va être champion du monde, en fait. C'est possible aussi, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, on rigole, mais... Mec, m'en parle pas parce que les gens vont encore penser que je suis un fou, mais j'ai encore fait un rêve cette nuit où j'étais en train je cherchais le sommeil et il y avait le 11 de l'Espagne qui était en train de se dessiner dans ma tête. Et mec, genre, c'est choquant. Enfin, ce 11, il est effrayant, en fait. Genre, aujourd'hui encore, et on le voit avec le retour de Rodri avec Manchester City, le match que j'ai vu à la Coupe du Monde des clubs, que j'ai analysé, franchement, City, bon, derrière, ils ont été éliminés, etc. Mais je pense que City va faire très, 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 très mal cette saison. Et le retour de Rodri, le monde est pas prêt, le monde a un peu oublié, mais on va revoir le grand Rodri. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, je réfléchis au tout meilleur joueur du monde. Je pense qu'il y a genre 3 Espagnols dans mon top 5 en fait. Parce que Pedri, Rodri, Lamine Yamal, et après maintenant t'ajoutes la jeune génération de défenseurs centraux, Koubarsi, Huijsen. On a parlé de Raya dans la vidéo des gardiens. Ils ont Unai Simon aussi. Enfin, ils ont l'autre là, comment il s'appelle? Ils ont le boy qui nous fatigue là, Cucurella, il est là lui chaque fois. Ouais, qui a fait une très bonne saison à Chelsea. Fabian Ruiz qui va être nominé dans la liste du Ballon d'Or. Il est très fort. Moi j'ai vu Zubimendi hier là, j'ai dit mon Dieu, enfin j'ai un 6. Toujours Nico Williams. Enfin, mec, cette Espagne, pour moi, oui, je peux le call là tout de suite, et je le dis depuis l'Euro 2024, c'est mon favori pour gagner la Coupe du Monde, et il va falloir que beaucoup de choses changent avant que cette idée change, parce que l'Espagne est absolument terrifiante. On est foutu, on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais, non, on sait qu'on est foutu. Moi, je vous ai déjà dit, l'année passée, quand on a fini l'Euro, j'ai dit les boys là, ils vont faire comme les gars en 2008. Ils vont faire Euro, Coupe du Monde, Euro. Et personne n'y pourra rien. C'est ça qu'ils vont faire. On va voir. Ouais, j'espère pas. Je les aime bien, mais là, ce moment, il m'a un peu traumatisé. Je vais pas te mentir. Avec l'équipe de France, en plus, c'était bien compliqué cette période-là. 2008, 2010, 2012. Oui, bizarrement, on espère pas. On dirait que tu repars dans les mêmes prémices c'est compliqué avec DJ, machin. En tout cas, c'est un autre sujet qui pourrait être super intéressant, mais il y a des trêves internationales. Il y en aura assez durant la saison. Ouais, on a le temps. Pour qu'on puisse en discuter un tout petit peu pour voir un peu ce qui va se passer et comment tout ça va se terminer. Bon, la famille, donc. Tu sais, dans mon calendrier pour la saison là, j'ai commencé à noter beaucoup de choses. J'ai la trêve internationale et un des premiers trucs que j'ai noté il y a super longtemps, c'est 1er septembre 15h Sénégal-Soudan. Donc je pense à toi parce que je sais que ça va être un gros match. Là, on a 2 matchs là importants, Soudan et on va au Congo, on va à Kinshasa. Mais on va dans l'enfer de Kinshasa. Une semaine stade, après, je pense, s'appelle Stade des Martyrs. Déjà, le nom, il m'inspire rien de bon là-bas. Déjà, le nom, il m'inspire rien de bon. Et en plus de ça, on n'est pas en super posture pour les qualifications de Coupe du Monde. Il faut gagner en fait les 2 prochains matchs parce qu'on a fait match nul face à le Congo ici à Dakar 1-1. Et en plus, ils ont une bonne équipe. Hein. Ils ont des Yohan Wissa, les machins. Franchement, ils ont une très très bonne équipe, donc ils vont nous fatiguer. Et on doit battre les Soudanais alors qu'on les a battus que
1-0, il me semble, chez eux. Hein. Il me semble c'était assez serré aussi. Donc, on joue les 2 premiers, en fait. Hein. On joue les 2 premiers ou les 2 des 3 premiers. Et il faut aller chercher 6 points parce que c'est la trêve internationale qui va décider si le Sénégal, pour moi, va aller à la Coupe du Monde ou pas. Si on perd des points face à ces adversaires directs-là, on est foutu. Et ça me ferait trop mal que pour une Coupe du Monde à 48, pour une fois, en fait, nous, on a fait les, les 2 dernières Coupes du Monde à 32, et puis là, pour 48, on va pas se qualifier. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi-même qui me dit que c'est pas possible, donc j'ai hâte de voir, mais ouais, septembre va être une trêve très, très importante. J'ai l'habitude de dire, sortez vos chapelets, c'est le moment de prier, les gars, que tout le monde prie. Que chacun prie ce qu'il a à prier, et puis on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Donc, du coup, on est d'accord sur le top 5. De mon côté, Pacho, Gabriel, Bastoni, Van Dijk, Marquinhos. Et moi, j'ai Gabriel, Marquinhos, Pacho, Bastoni, Van Dijk. Voilà, c'est ça. Et vous, dites-nous en commentaire comment ça se passe. Est-ce que vous auriez mis Virgile on devrait commencer à l'appeler Vigile, lui. C'est vraiment comme un gardien, lui. C'est un vigile, lui. C'est un vigile Van Dijk. On devrait le mettre là-bas. Il est là. C'est lui le bouncer du club. C'est lui qui assure la sécurité. C'est lui qui décide si tu rentres ou si tu rentres pas. Si tu as respecté le dress code ou tu l'as pas respecté. C'est vrai que Van Dijk, c'est quand même quelqu'un. Dans 15 ans, Stan, on fera la saison 19 du Stan and Willow Show et je te dis qu'on va beaucoup parler de Van Dijk. Non, mais c'est sûr. Il aura marqué son air. Même le look est tellement spécial, la personnalité, etc. On parlera de Van Dijk comme on parle de Maldini, je pense. Légende en devenir et légende déjà à son époque. La famille, on se capte très bientôt. La semaine prochaine, hein, d'ailleurs, pour la suite. Latéral droit, latéral gauche. Les Parisiens, ils sont déjà excités. Calmez-vous, les Parisiens, calmez-vous. Ils sont déjà excités, la latéral droit, latéral. J'avoue, j'avais pas pensé. Ils sont déjà excités, je les connais. On va essayer de foutre le bordel un tout petit peu quand même. Donc, on se capte la semaine prochaine pour la suite de cette série-là. Et d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.